volée. Mais en tout cas, c'est un col qui va séparer le Finistère du Morbihan parce que aussitôt après le col, dans la descente, on va pénétrer dans le département du Morbihan. Et nous avons 8 shippers de points pour le maillot blanc à pois rouge. Laurent Jalabert, on est à 1 km pour la troisième difficulté répertoriée du jour. Pour l'instant, Björn Schroeder et Thomas Vauclair sont à égalité au classement provisoire. Oui, et c'est Lilian Jégou pour l'instant qui a accéléré le rythme à 1 km du sommet. Ça part de plus en plus loin. Décidément, Lilian Jégou, que je trouvais très à l'aise tout à l'heure, hein, il est à l'économie. Dans cette échappée, il tourne les jambes, il ne fait pas d'efforts superflus. Et Laurent, mis à part dans cette ascension. Laurent Schroeder et Vauclair sont en train de s'enterrer parce que j'ai vu que Schroeder regardait Vauclair dans le blanc des yeux à l'arrière du groupe. Hein. Absolument, marquage entre les deux coureurs donc, qui occupent les 2 premières places à ce classement virtuel du Grand Prix de la Montagne. Ils sont tous les deux voilà, en train de se marquer. Alors que Jégou a profité de ce marquage pour prendre quelques mètres d'avance, une bonne centaine maintenant, il passera en tête. Hein. Je ne vois pas comment ça pourrait lui échapper. Lilian Jégou est porté ici par le public, qui est très nombreux encore une fois dans cette ascension, et Schroeder qui est toujours très attentif à ce que va faire Thomas Vauclair qui est carrément calé dans la roue de Schroeder. Hein. Voilà, il y a un gros marquage entre les 2 coureurs. On est à l'arrêt ici derrière, hein. Les 7 autres sont à l'arrêt. Et c'est Stéphane Auger qui, pour l'instant, accélère le rythme. Voilà, Schroeder qui évite de se faire enfermer, qui craint peut-être une coalition entre les Français et qui lance le sprint à son tour. Schroeder est parti, Thomas Vauclair est bien calé dans la roue, on est très loin du sommet. On n'aperçoit pas encore le sommet et le sprint est déjà lancé. Et Thomas Vauclair occupe la 2e position dans le groupe de poursuivants. Et c'est José Luis Argueta maintenant qui, à son tour, s'y colle. Et Schroeder est un garçon qui a quand même du punch parce qu'il est capable de changer de rythme comme il vient de le faire à nouveau pour prendre la route d'Arrieta. Et Thomas Vauclair est passé devant. Voilà, Thomas Vauclair qui devrait prendre la 2e place. Ah, le jeune coureur allemand s'est fait quelque peu piéger ici. Voilà, confirmation donc. Passage en tête de Lilian Jégou. Et derrière, nous avons une lutte très serrée entre Schroeder et Thomas Vauclair. Je pense que c'est Thomas Vauclair. On est un petit peu loin hein, pour redonner le passage. Je pense que c'est sans aucun doute Thomas Vauclair qui a pris les 2 points et Björn Schroeder a pris 1 point. Ce qui veut dire qu'au classement provisoire, après 3 points référenciés pour le maillot blanc à pois rouge, nous aurons donc normalement Thomas Vauclair en tête avec 1 point d'avance sur Björn Schroeder. Il reste au kilomètre 146 la côte de Kennervé et normalement ça devrait s'énerver pas mal. Énervé, vous avez énervé? Non, mais bon, il nous a pas transcendé. Non, il nous a pas. Hein, si on était à Guémené, j'aurais fait l'andouille, mais bon. On va y passer, on va y passer. Ça viendra. Ça viendra là. C'est très serré. Vous avez le temps sur 3 semaines de faire l'andouille de toute façon. Et là-bas, en plus, on l'a fait de père en fils l'andouille. Oh là. Voilà. Alors, si vous le dites, on est entré dans le Morbihan, ça y est, Jean-Paul? Pas encore, tout à fait. Comment ça, pas encore? Vous voyez ça à quoi? Une limite rouge fluorescente? Il y a le panneau. C'est dans la descente, hein. La frontière dans la descente. Et alors, je ne sais pas, est-ce que Jean-Paul, votre passeport breton vous autorise à aller du Finistère dans le Morbihan? Est-ce que vous êtes du Finistère Sud à Concarneau? Oui, bien sûr, non, mais pas de problème, pas de problème. C'est pas interdit. C'est la Bretagne. C'est la Bretagne dans son ensemble. Et à chaque fois que le Tour de France a pris un grand départ de Bretagne, comme c'est le cas, et bien à chaque fois, son vainqueur final est entré dans l'histoire. On rappellera quand même qu'en 1952, c'était les premières images télé et que Fausto Coppi avait remporté, il était le 3e Italien à remporter pour la 2e fois le Tour. On se souviendra de Rennes, le départ de Rennes, grand départ en 64. À la fin, Jacques Anquetil remportait son 5e Tour de France. En 74, c'était déjà un départ de Brest et Eddy Merckx remportait son 5e succès.
et entrait dans la légende du Tour. 1985, Bernard Hinault qui à l'arrivée remportait lui aussi son 5e Tour de France. Et en 1995, Saint-Brieuc, vainqueur, Miguel Indurain qui remportait là aussi son 5e Tour de France. À croire que quand on part de Bretagne, eh bien on entre dans la légende du cyclisme. Le blaireau en jaune en Bretagne, c'était déjà il y a 23 ans. Oui, c'était à Plumelec. Plumelec en 85, effectivement, il avait gagné ce prologue devant Van ter Harden pour une poignée de secondes. Bien sûr, ça ne peut pas aller très très loin, mais il avait réalisé un effort absolument extraordinaire. Il était très très fier. Ça reste certainement l'un de ses meilleurs souvenirs d'avoir gagné devant son public à Plumelec, alors qu'on commençait un peu à douter de lui. On disait Bernard Hinault n'est plus tout à fait le même. Il avait gagné ça de main de maître. Quand on franchit la côte de Cadoudal, c'était un prologue difficile. On parle breton, vous parlez breton, on parle avec un breton. Là, c'est un drapeau basque et les bretons, ils sont 6. Un découvre le Tour de France, c'est l'ancien champion du monde junior. C'était sur le circuit de Zolder. Il appartient à la Française des Jeux. On le découvre, vous le découvrez peut-être. Il s'appelle Arnaud Gérard. C'est vrai, on connaît bien les routes, donc ça va être une belle étape nerveuse. Aujourd'hui, on peut s'attendre à tous les scénarios possibles. Avec le vent, surtout aujourd'hui, la course va être nerveuse. Une arrivée assez difficile, donc une belle course. Ça peut être une course d'un jour. Beaucoup de coureurs vont la prendre comme ça, donc une belle première journée pour le Tour. Avec forcément, j'allais pas dire un passement au cœur, mais une émotion particulière. Ouais, bien sûr, une émotion particulière. Premier grand tour pour moi et premières étapes en Bretagne, donc c'est vrai que c'est super, quoi. Et de commencer par la Bretagne. Magnifique, hein, tout simplement. Voilà, on peut pas rêver mieux pour moi pour le premier Tour de France, quoi. Vous avez une pression particulière, justement, vous parliez du premier tour. Il y a une inquiétude. Bon, pas une inquiétude, une envie, surtout envie de découvrir le Tour avec beaucoup d'envie, faire les choses bien, surtout chez nous en Bretagne, quoi, tout simplement. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup. Arnaud Gérard, pardon. Laurent Gérard, ce sera autre chose. Arnaud Gérard, très bon sprinter. Et j'étais en train d'essayer justement de me souvenir. Il semble bien que l'arrivée sur le circuit automobile de Zolder, ça montait un tout petit peu à cet endroit-là. Pas trop, un petit peu quand même. Léger. Léger. C'était quand même un circuit léger. plat. Ah oui, c'était fait pour sprinter, puisque le dimanche qui s'était imposé, Cipollini. Mario Cipollini, le grand sprinter italien. L'écart était tombé aux alentours de 4,13. Il est remonté à 4,52. D'ailleurs, le peloton donne l'impression, là on a aperçu Nicolas Portal et dans sa roue l'ancien champion de France Christophe Moreau. Laurent Belay, on a le sentiment, et ça se voit bien sûr au niveau du chrono et des écarts, que le peloton est en train de réduire un petit peu son rythme, mais juste avant, puisque nous sommes à Gourin, c'est le deuxième repère pour le maillot vert. Eh bien, on va tout de suite avec Laurent Jalabert voir si Geoffroy Le 4 est en train de se tisser un début de maillot vert. Oui, Geoffroy Le 4 qui est très attentif. En tout cas, nous venons de virer sur la gauche légèrement et ce sprint aura lieu en montée. Voilà, 150 mètres du sprint bonification et Geoffroy Le 4, en bon sprinter qu'il est, il était légèrement enfermé, est en train de faire l'effort. Il est un petit peu enfermé ici à nouveau par Stéphane Auger qui se bat et qui va être, à mon avis, dépassé. Voilà, Stéphane Auger dépassé par Geoffroy Le 4 qui passe encore en tête et Lilian Gégou qui prend la 3e position. Belle bagarre entre coureurs français, c'est bon. Pour la suite, le baromètre est au beau fixe chez les tricolores. Alors, je reviens vers vous, Laurent Belay, pardon. Je n'avais pas vu que nous étions déjà arrivés au deuxième sprint intermédiaire, maillot vert. Le peloton qui s'est quelque peu, qui reprend la largeur de la route, ça c'est un signe, ça va sans doute un petit peu moins vite. Oui, Thierry, dans la descente du premier col, ce fameux col de Toularon, dans la descente, le peloton, l'arrière du peloton qui était à 5 km des hommes de tête, puisque lorsque vous parliez du sprint bonification, eh bien, le peloton passait au panneau indiquant les 5 km. C'est vrai qu'on a monté cette côte tranquillement pour des professionnels, évidemment. Un peloton compact, on pouvait même un petit peu discuter. Petite anecdote, pendant cette montée, eh bien, la crevaison de Johan Le Boulanger, vous parliez des Bretons, il est breton, et il a crevé dans le premier col du Tour de France. Et juste pour revenir tout à l'heure sur la tactique de Valverde, aujourd'hui, il y a les voitures, la place des voitures derrière le peloton a été tirée au sort.
Et les voitures demain vont prendre leur place derrière le peloton en fonction du classement général. Ce sera donc intéressant de voir peut-être Alessandro Ballan pour Cunego, peut-être Valverde, peut-être des sprinters équipiers de ténors de ce Tour de France qui vont aller faire des places pour ramener leur voiture tout près du peloton, parce qu'en cas de chute ou de crevaison, eh bien cela peut avoir une influence lorsque la course est nerveuse. Course de voiture derrière la course des coureurs et un plus combatif à élire. Si vous trouvez le même que nous, si vous choisissez le même coureur que le jury dont je vous parlerai tout à l'heure, et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous serez le premier à gagner un réfrigérateur. Il fait chaud, mais pas encore très chaud sur les routes du Tour de France. Mais comme on le sait de toute façon, il ne pleut, Jean-Paul, jamais en Bretagne. La preuve. Non, bah, on a eu la chance de partir, parce que hier soir, on a essuyé beaucoup d'averses. Ah bon? Mais ce matin, il faisait très beau et c'est l'essentiel. Il faut dire qu'il y en a qui chantent aussi. Hein, j'ai vu un groupe de chanteurs, et ben voilà, ça a déclenché. Voilà, c'est de votre faute. Au contraire, on a arrêté les éléments. Ils ont tellement eu peur qu'ils sont partis ailleurs. L'orage est parti ailleurs. Et il y en a qui chantent même pas en français, ils chantent Bambino. Vous vous rendez compte? Bambino, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et un clin d'œil à l'ami et à l'amoureux du cyclisme qu'est Michel Drucker. On parlait des favoris du Tour, puisque l'on voit le peloton d'hélicoptères. Nous parlions des favoris du Tour, nous parlions de ceux qui peuvent gagner le Tour, de ceux qui rêvent de gagner le Tour. Je crois qu'on peut dire, Laurent Fignon, que nous allons assister pendant 3 semaines normalement à un duel entre Cadel Evans, le coureur australien. Rappelons qu'il a terminé 2e l'an dernier du Tour à seulement 23 secondes d'Alberto Contador. Rappelons que le tenant du titre, le coureur espagnol Alberto Contador, n'est pas là parce que son équipe, il ne faut pas se tromper, hein, c'est bien son équipe, celle dans laquelle il a signé désormais, eh bien son équipe Astana n'a pas été, elle, invitée par les organisateurs du Tour et par Christian Prudhomme, tout simplement parce que la saison passée, eh bien, dans cette équipe, il y avait notamment Alexandre Vinokourov et on n'a pas souhaité inviter une équipe qui avait été montrée du doigt sur le Tour de France. C'est le choix des organisateurs et nous nous devons de le respecter, même si bien sûr nous regrettons l'absence de celui qui vient de gagner le Giro, le Tour d'Italie, Alberto Contador. Donc un Australien, Cadel Evans, face à un Espagnol, Alejandro Valverde. C'est aujourd'hui le duel. Les arbitres, on les cherche, sans doute l'Espagnol Carlos Sastre, peut-être un des frères Schleck, et puis ça dépend aussi de l'attitude des 2 grimpeurs italiens que sont Damiano Cunego et Riccardo Rico di Locobra. Oui, vous oubliez dans la liste, mon cher, Denis Menchoff. J'ouvre. Alors oui, moi Denis Menchoff, dont certains... qui porte un maillot Rabobank, justement. Voilà, le russe, dont certains croient dur comme fer. Oui, bah vous avez cité les principaux je dirais, favoris. On peut rajouter effectivement quelques coureurs dont on attend beaucoup, sur lesquels aussi on se pose des questions, comme Gruziger de la Liquigas qui vient de gagner le Tour de Suisse. Même si on voit rarement un vainqueur de Tour de Suisse, je ne sais même pas si ça existait, un vainqueur du Tour de Suisse gagner le Tour de France derrière, Jean-Paul. Ce serait intéressant de regarder, parce que ça arrive très rarement, je crois. Oui, très rarement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Rico, évidemment, qu'on peut rajouter. Et derrière, je ne vois pas trop. Évidemment, on a parlé des flairs chèques. Moi, je les situerais même peut-être un petit peu avant Sastre. Et puis derrière, pourquoi pas citer Christophe Moreau qui peut faire une bonne place. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de monde que ça, finalement. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul, nous sommes à Gourin. Le peloton est à Gourin. Le peloton est à Gourin et nous sommes donc de ce fait entrés dans le département du Morbihan. Gourin est une cité donc des montagnes noires, parce que nous avons fait les monts d'Arrée tout à l'heure, nous sommes dans les montagnes noires maintenant. C'est une très jolie petite cité qui a été marquée par une très forte émigration bretonne donc vers l'Amérique du Nord. Beaucoup de Bretons qui vivent actuellement aux États-Unis sont originaires de la région de Gourin. Et c'est pour marquer cet exode qu'il existe à Gourin une reproduction de la Statue de la Liberté. Elle n'est pas sur la route, mais je la signale tout de même. Gourin qui est donc situé sur le flanc sud de ces montagnes noires et qui appartient à la partie cornouaillèse du Morbihan.
Tiens, Carlos Sastre juste dans la roue de Jens Voigt un petit peu plus loin. Le maillot de champion du Luxembourg, Frank Schleck. Oui, son frère aussi était à côté. Bruseguin, le coureur italien de l'équipe Lampré. Normalement, on va travailler bien sûr pour Damiano Cunego. Stefan Schumacher, le coureur allemand de la Gerolsteiner. Petit sourire entre coureurs de la CSC, équipe très éclectique managée par Bjarne Riis. Et puis un baroudeur, un habitué, vainqueur déjà sur le Tour de France, Garcia Acosta dans la roue de David Lopez. Et juste là, Christophe Lemével, pour l'instant, c'est Nicolas Portal qui a... Bah non, il y en avait un juste devant lui, je ne l'avais pas vu. C'est Alexander Kuchinski, le Bélarus d'Elikigas, parce qu'on va commencer à regarder, mais on a encore le temps, hein, nous, de rentrer dans les détails de ceux qui peuvent gagner, tant les 10 derniers kilomètres sont un petit peu particuliers sur cette première étape entre Brest et Plumelec, 197 km 500. Alors étonnamment, on a le vent dans le dos, vous avez vu, enfin ça c'est pas étonnant, mais on s'aperçoit que les moyennes ne sont pas si fortes que ça quand même, mon cher Thierry. 43 dans la première heure, 4400 dans la deuxième, une moyenne de 41,7 pour ces 2 premières heures. C'est pas si fort que ça. Faut pas être étonné du coup de voir que le peloton a réussi à revenir aussi fort. C'est un petit peu encourageant, je dirais, pour les échappés qui devraient pouvoir accélérer à un moment donné avec ce vent de 3/4 d'eau. Alors évidemment, le parcours est quand même très vallonné, on l'a bien vu. Alors ça, évidemment, ça ralentit un petit peu les coureurs, mais avec le vent dans le dos, ça compense un petit peu. Il faudra voir dans le final si ces coureurs-là, que l'on a à l'antenne, eh bien, sont capables d'accélérer. C'est fort possible qu'ils jouent aussi un petit peu avec le peloton. De toute façon, lorsque vous partez dans une longue échappée comme ça, lorsque vous avez pris beaucoup d'avance, eh bien après, c'est la gestion de l'effort, la gestion du temps qu'il vous reste et des kilomètres qu'il vous reste. C'est un compromis entre tout ça, dépenses d'énergie, vitesse, et puis évidemment gérer ce petit matelas qu'on vous a donné. Donc il faut être calculateur et il faut avoir la capacité en fin d'étape de pouvoir accélérer au moment précis où le peloton se rapproche de trop. À un moment donné, il faut être capable de passer la vitesse supérieure, ce qui n'est pas toujours le cas dans ces longues échappées. On laisse beaucoup d'énergie et à un moment donné, lorsqu'il faut accélérer, on se rend compte parfois qu'on n'a plus les jambes, hélas. Là, on reste aux alentours de 4,30. Vous avez vu tout à l'heure l'écart baissé, l'écart remonté, l'écart de nouveau rebaissé un petit peu et on reste aux alentours de 4,30. Oui, c'est une marge facile, je dirais, pour un peloton à aller chercher. C'est une petite marge, c'est un petit matelas malgré tout assez confortable pour une échappée, à condition qu'on ait cette capacité à accélérer en venant le final. Final qui sera quand même plus favorable à cette échappée. Un final plus tourmenté, plus technique aussi, un peu plus dangereux parfois. Donc bien favorable à des échappées plus qu'à un peloton groupé. Ça vous laisse sans voix, hein? Oui, je m'en doute un peu. Non, je regardais les 8 hommes de tête et je me disais que la mode, ça m'intéresse beaucoup. Est un peu au blanc et au bleu cette année dans la couleur des maillots. Vous savez qu'il y a 2 maillots, 2 équipes qui ont changé d'appellation. C'est pas toujours très pratique ça. Ne cherchez plus l'équipe américaine Highwood, emmenée par le vainqueur de la Flèche Wallonne, Kim Kirchen, avec notamment 2 très grands sprinteurs, Mark Cavendish et Gerald Scholek, l'anglais et l'allemand. Parce que cela, il faut bien les avoir à l'esprit, et qui s'appelle désormais Team Columbia. C'est le nom d'une marque de sportswear. Et donc, je vous l'ai dit, les Slipstreams, l'autre équipe américaine, aime bien changer de sponsor, qui désormais s'appelle Garmin Chipotle. Garmin comme les GPS et Chipotle comme le nom d'une marque de restaurant mexicain. Mais on n'en trouve pas en France et elle est venue sans ses coureurs français, l'équipe Garmin Chipotle. Nous sommes dans la zone de ravitaillement avec le groupe de tête, l'écart toujours de 4 minutes 36, prise de musette d'abord pour José Luis Arrieta avec le maillot de l'équipe française AG2R la mondiale. Je salue Vincent Lavenu bien sûr dans la voiture et vous avez aperçu juste derrière les autres coureurs espagnols, Ruben Pérez et David de la Fuente. Pérez avec le maillot orange, de la Fuente avec le maillot blanc d'Assonier Duval. 4 coureurs français, je vous les rappelle: Geoffroy Le 4 à Gritubel, Thomas Vauclair pour les Bouygues Télécom, Lilian Gégou pour la Française des Jeux, Stéphane Auger pour l'équipe Cofidis Crédit par téléphone, et puis bien sûr
pour être complet. Björn Schröder, le coureur de l'équipe du team Milram. Prise de musette, mais qu'est-ce que l'on met donc dans les musettes? La réponse avec Philippe Lafont. Eh bien oui, on vient de passer à table, Thierry, et donc c'est pas compliqué. On va demander à Alberto Volpi ce qu'ils ont préparé pour leurs petits coureurs. Merci. Alberto, cosa c'è dentro la Qu'est-ce qu'il y a dans la musette? Mais normalement pour l'étape d'aujourd'hui, mais c'est d'habitude qu'il y a 2 bidons. Un bidon avec de l'eau naturelle et l'autre bidon n'est pas particulièrement chaud. Il y a des sucres spéciaux qu'il s'agit de maltodextrine et aussi des sandwichs avec des confitures pour les dernières 20 km. Voilà des explications simples et claires et toujours le même scénario en tête de ce peloton avec 4 équipes désormais et qui mènent la danse, à savoir la Caisse d'Épargne, la Rabobank, Rémi Poriol pour le Crédit Agricole. Ah, on aperçoit, tiens, c'est la première fois un maillot de l'équipe Milram. C'est normal, puisque de toute façon, pour l'instant, cette équipe n'a pas à rouler. Björn Schröder, le coureur allemand de cette équipe, étant devant. Ça peut expliquer que l'on ne voit pas encore des maillots de la Française des Jeux, ni des maillots de certaines équipes, comme l'équipe Agritubel. Et voilà le maillot dont je parlais tout à l'heure, il y a quelques instants, juste avant le passage au niveau du ravitaillement. C'est le nouveau maillot. Et la tendance est au blanc et au bleu, puisque le maillot High Road avant était tout blanc, désormais il est tout bleu. Alors avec les 1000 rames de dos et vue d'hélicoptère, ce ne sera pas simple. Et Laurent Belay, tranquillement, vous allez arriver au ravitaillement. Faites attention de ne pas prendre votre moto dans une musette lâchée par les coureurs. C'est toujours, alors c'est le premier ravitaillement de ce Tour de France. Le peloton y arrive, c'est toujours un moment assez délicat, Ricardo Rico de dos, prudent. C'est toujours un moment quand le peloton passe au ravitaillement dont il faut se méfier. Ça demande de la prudence, Laurent Belay. Oui Thierry, ça demande beaucoup de prudence. Au bénéfice des coureurs, eh bien, la course pour l'instant dans le peloton n'est pas très nerveuse. Il y a même quelques coureurs qui sont en train de revenir, notamment Nicolas Vaughan, dit notamment Sandy Cazard qui s'est arrêté sur le bord de la route. Ils reprennent maintenant leur place dans le peloton. Un peloton qui va sans doute prendre toutes les précautions nécessaires pour attraper les musettes. Mais vous le savez, les coureurs ne s'arrêtent pas évidemment. Ils prennent ça au vol et il y a toujours des dangers. On se souvient de la chute l'an dernier, notamment de Geoffroy Le 4 au ravitaillement. Donc on va être vigilant avec Thierry Magnaldi. Nous a priori on craint rien, mais on va essayer de voir s'il n'y a pas de problème. Il faut souligner que pour l'instant, et on croise les doigts, il n'y a eu aucun problème sur ce tour. Très peu de crevaisons et pas de chute pour l'instant sur cette route du Tour de France, pourvu que ça dure. Vous êtes au chômage ? On n'est pas au chômage, mais lorsqu'il n'y a pas de chute, finalement, on est assez satisfait parce que le cyclisme est un sport assez dur. Lorsqu'en plus, il faut aller frotter le bitume, ça fait aussi toute l'histoire du cyclisme, toute la grandeur du cyclisme. Mais c'est vrai que pour les premiers jours, les coureurs, ils rentrent dans ce tour calmement, gentiment, sereinement. Et ensuite, il y aura suffisamment de danger, de sueur, de fatigue sur ce tour. Et les coureurs, ils auront leur part de courage pendant 3 semaines. Donc si on peut retarder les chutes, tant mieux. De la voix à l'image. Bravo, merci Jean-Maurice. Le son avec Laurent Belay dans le peloton, juste derrière le peloton au moment où nous passons. Un moment toujours difficile, délicat, de prudence au moment où les coureurs attrapent, vous le voyez, les musettes. Et il y a toujours quelqu'un qui essaye d'attraper quelque chose. Faites attention. Si vous faites ce genre de choses, faites attention parce que vous avez vu le monsieur ravi d'obtenir un bidon. Formidable, il était venu pour ça. Pour le ramasser, il s'est retourné. Et qu'est-ce qu'il avait dans son dos ? Son sac à dos. Et sans le faire exprès, pris par l'enjeu et puis par le plaisir de ramasser un bidon du Tour, lancé par un coureur, il aurait très bien pu, sans s'en apercevoir et bien sûr sans le faire exprès, renverser un coureur. Vous êtes nombreux sur les bords de la route. Faites attention à vos enfants et faites très attention aux coureurs. Ces histoires-là, on ne les aime pas. Chute, Laurent Belay, chute dans le ravitaillement.
Oui, Hervé Duclos-Lassalle qui est tombé, touché au coude, au poignet gauche. Il y a le médecin qui pour l'instant est à ses côtés, mais j'ai la sensation qu'il est assez touché, Hervé Duclos-Lassalle, donc, qui a chuté à la fin de la sortie du ravitaillement. Et là, on le voit crier, évidemment, forcément. Tous les coureurs sont très énervés lorsqu'il y a chute, il y a un petit peu de fatigue forcément. Il enlève maintenant son casque avec Duclos-Lassalle, le fils de Gilbert Duclos-Lassalle, ausculté maintenant par le médecin, mais on regarde les grimaces d'Hervé. On peut penser que la blessure est sérieuse. Il est tombé et un geste tout naturel, pour se protéger, il a mis la main en avant et la main a frappé le bitume de manière assez violente. On voit Francis Van Landersel qui maintenant va arriver pour voir son coureur s'enquérir de. Ouais, je crois que c'est grave. De son coureur, je crois que c'est grave. Ouais, je crois que c'est grave. Le scaphoïde, le poignet, c'est le poignet gauche. Oh oui. Et Hervé Duclos-Lassalle qui a laissé filer les autres et qui va peut-être abandonner le tour. Il pleure même peut-être Hervé Duclos-Lassalle maintenant. Ouais, ça ressemble à une fracture du poignet. Son poignet. Ça ressemble à une fracture du poignet. C'est le fils du grand Gibus, du grand Gilbert Duclos-Lassalle qui est sur le Tour de France. Et c'est une énorme déception, c'est un moment terrible. C'est la première image de détresse sur le Tour de France. On vous le disait, le ravitaillement est toujours un moment très difficile dans le peloton. Il faut être très prudent. Ce que devait faire Hervé Duclos-Lassalle qui découvre le Tour de France et qui malheureusement est sans doute en train d'abandonner le premier abandon du Tour avec ce poignet plus que douloureux. Ça ressemble, Laurent Fignon, à une fracture du poignet. Oui, au moins une fracture de doigt ou quelque chose comme ça, oui, c'est possible. Ouais, il n'a pas eu de chance, il est mal tombé. Il n'y a pas beaucoup de fractures quand même du poignet ou de la main. La main, effectivement, on a tendance à la mettre pour se protéger, pour amortir le choc. Et ça, c'est une erreur, effectivement. Si on tombe sur quelque chose de très dur, eh bien, on peut se casser le scaphoïde, on peut se casser la styloïde radiale. Enfin, il y a beaucoup de petits os dans la main qui sont embêtants, effectivement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas, évidemment, prévoir. Et quand ça vous arrive, eh bien, ça fait d'abord très très mal. Et évidemment, on ne peut plus tenir le guidon, on est obligé d'abandonner, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas mettre de bandage, repartir, attendre de voir si on peut aller jusqu'à l'arrivée. Vous avez vu, dès qu'on a essayé de lui couper le gant avec les ciseaux, ça lui a fait extrêmement mal, on a arrêté. Donc c'est vraiment, la main, ça fait vraiment très mal. Voilà, il a une attelle. Est-ce qu'il va essayer de repartir quand même avec une attelle? Ça m'étonnerait quand même. Laurent Belay, votre sentiment? Peut-être le poignet là, oui. Ah ben Ouais, le sentiment, nous on est de l'autre côté de la route, on était de l'autre côté de la route et c'est vrai qu'avec Duclos-Lassalle, on a senti tout de suite qu'il souffrait, mais à mon avis un scaphoïde ou un poignet, et on a vu tout de suite que c'était grave parce que le coureur il connaît son corps, il sait qu'il est tombé assez lourdement, il sait qu'il a donné sur le poignet gauche et il savait à ce moment-là que son tour était terminé. Il y a même eu sans doute quelques sanglots chez Hervé Duclos-Lassalle, tout simplement parce qu'on prépare ce tour, on en rêve toute l'année, et là au bout d'un peu plus de 100 km, eh bien Hervé Duclos-Lassalle est obligé de quitter le tour de la plus brutale des façons, sur chute. Nous on remonte et on ira tout à l'heure voir Francis Van Landersel qui était à ses côtés pour avoir quelques nouvelles de Hervé Duclos-Lassalle, premier abandon donc de ce 95e Tour de France. Oui, c'est la zone de ravitaillement et donc le premier abandon du Tour de France. Sur une chute dans le ravitaillement. Regardez, c'est juste là, Jean-Maurice a récupéré l'image d'hélicoptère et bon voilà, c'est une chute presque tout seul. Ouais, j'ai l'impression qu'il a tapé une roue avant, la roue d'un coureur juste devant lui. Il n'avait peut-être pas vu. Vous savez, dans le ravitaillement, bon, on regarde un peu partout, on regarde devant, on regarde derrière, on ne voit pas parfois les écarts des coureurs devant et malheureusement Van Sommeren qui saigne derrière le genou aussi. Ouais, c'est Van Sommeren. Ouais. Qui a dû être emmené aussi dans cette chute. Là, on apparemment, aperçoit... c'est peut-être pas forcément la même. On a vu qu'un seul coureur tomber. Alors, je sais pas. Autre chose. Alors regardez, on voit là. Que s'est-il passé? On voit pas grand-chose. Attendons un petit peu. Ouais, alors, il a dû toucher une roue. Je pense que ça c'est un peu la chute classique de toucher une roue. Vous savez, vous regardez derrière. Il a peut-être loupé sa musette ou un de ses coéquipiers la plaie. Enfin bon. Et il a touché une roue certainement, et voilà, immédiatement, là, quand vous avez... Encore quand vous regardez devant, vous la voyez, vous arrivez parfois à tomber un peu mieux. Mais là, il n'a pas dû avoir le temps, il est tombé lourdement sur la main. Bon, voilà. Kilomètre 96, Moulin Tranché, premier abandon du Tour de France.
Hervé Duclos-Lassalle quitte les routes de la Bretagne. Ils ne sont plus que 179 dans le peloton. On se remet de nos émotions, on tourne une page.